Chers amis, chers gens, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux, mais je m'y attendais avec un hôte de sa qualité. Aujourd'hui, ma sœur, j'ai fait gras. Vous vous souvenez tous de cette bravade de Cyrano à la bonne sœur qui l'accueille quand il vient, juste après avoir reçu le pavé mortel sur sa tête, rendre une dernière visite à Roxane, retirée dans un couvent. Ben, figure-toi, Jean, que cette bravade m'est revenue à l'esprit quand tu m'as annoncé ton thème. Tu vas en effet décapiter devant nous des prescriptions alimentaires, des interdits d'usage de produits chimiques dans l'agriculture, tout comme Cyrano bravait l'interdit de la viande le vendredi. Un interdit qui est devenu, avec nos progrès scientifiques, le rejet du trop-plein de lipides dans notre alimentation. Ceux qui ne te connaissent pas pourraient attribuer ta posture hostile aux prescriptions alimentaires et chimiques à un désir d'exposition médiatique. Mais nous te connaissons ici, nous connaissons ton intégrité scientifique, nous allons donc t'écouter comme toujours avec une sympathique attention, dénier ou mettre en doute nombre de prescriptions, à ton sens au moins trop rapides de tes collègues scientifiques. Je ne sais pas si cela concernera aussi le réchauffement climatique, je ne sais pas si tu te sens allègre aux deux sens du mot, parce que dans ce cas, je crois que tu vas avoir du mal à en dénier les manifestations. Enfin bon, permettez-moi cependant, chers amis, dans le sens où va aller notre conférencier, de vous narrer une de ces peurs injustifiées les plus célèbres, celle engendrée par la première ligne de chemin de fer de France, réservée au transport de voyageurs, de Paris à Saint-Germain-en-Laye, inaugurée le 24 août 1837. Le train devait passer dans un tunnel de 237 mètres. Avec l'arrivée des machines à vapeur, certains médecins s'inquiétèrent donc des conséquences sur la santé humaine. Ne risquait-on pas de suffoquer par manque d'air? Le cœur n'allait-il pas lâcher, notamment dans le tunnel? Avec l'extension donnée à notre principe de précaution, aujourd'hui constitutionnel, aurait-on inauguré la ligne? Et pour la première fois d'ailleurs, il faut le savoir, le roi Louis-Philippe fut, du fait de ses craintes, fermement dissuadé de monter à bord du convoi qui devait donc passer dans le tunnel des Batignolles. Alors que la reine Amélie, elle, était bien à bord. Anecdote que ne relatent pas les journaux de l'époque. L'électricité aussi a donné lieu à des croyances, on en a encore tous vécu, par exemple l'influence des lignes à haute tension sur le lait des vaches, par le biais de l'électromagnétisme suscité, comme vous le savez tous, par un courant électrique dans un fil. Mais aujourd'hui, pour l'électricité, l'actu, c'est plutôt les affrontements autour des nouveaux compteurs Linky. Ils ont déclenché une colère assez générale sur deux motifs. Premièrement, ils permettent de connaître les fluctuations horaires précises de la consommation d'électricité et par conséquent, d'en déduire ce que font les usagers chez eux, voir combien ils sont. Et deuxièmement, ils émettent des ondes qui, comme toutes les autres, sont censées être nocives pour la santé. Autant le premier argument a une petite once de réalité, mais c'est tout de même pousser un peu loin le respect de la vie privée, autant le second n'a aucune véracité. Mais cette lutte, vous le savez tous, mobilise encore, et dans les journaux et partout, des centaines, voire des milliers de personnes. Cher Jean, je vais te passer la parole, mais auparavant, je voudrais citer deux chiffres pour lesquels je pense qu'il y aura une réponse. D'abord, je suppose que tu vas nous parler, bien entendu, de l'allongement d'un trimestre par an de l'espérance de vie, sauf aux États-Unis d'ailleurs, où tu le sais, l'abus d'opiacés antidouleurs semble l'avoir stoppé, puisqu'on lui attribue 400 000 morts en l'espace de 10 ans. Mais n'évite pas, s'il te plaît, alors de nous parler aussi de l'espérance de vie en bonne santé, ou pour être précis, sans incapacité. Ces dernières années, tu le sais aussi bien que moi, elle n'augmente plus en France. Elle est de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes. Pourquoi donc reste-t-elle sous 65 ans depuis un certain nombre d'années, alors que l'espérance de vie ordinaire, elle continue de croître? N'est-ce pas que certaines des peurs que tu vas critiquer devant nous ont quand même une certaine véracité? L'autre chiffre, c'est celui du surpoids et de l'obésité. On trouve ce chiffre dans le panorama de la santé de l'OCDE et on note un pourcentage de population ayant un IMC, un indice de masse corporelle, de 30 et plus, surpoids et obésité. Voilà les suivants, les pourcentages. 10,3% en Suisse, bravo pour les Suisses. 12% en Suède,
14,7% en Autriche, 14,9% au Danemark, 16,7% en France, en Espagne, 17% en France, 17%, 18,6% en Belgique, 23,6% en Allemagne, 26,9% au Royaume-Uni et 38,2% d'obèses aux États-Unis, le chiffre le plus élevé. Je pense quand même que certaines des prescriptions alimentaires que tu voues aux gémonies devraient être mieux appliquées dans certains pays. Je termine par ce dialogue que j'ai eu récemment avec mon ami Pastré, que vous connaissez tous et qui cultive ses oliviers dans sa Camargue. Nous parlions bien sûr du glyphosate. Et il y a eu cette réflexion frappante. Le glyphosate est nocif pour la santé, c'est sûr. Non. Alors lui va nous dire non. Mais l'interdire immédiatement, c'est doubler ou tripler le nombre de suicides dans le monde agricole. Qu'en penses-tu? Que tu dis des bêtises. Bonsoir. Non, avant de commencer, si j'ose dire, encore mieux que je réponde au moins à une des questions de Jean. Donc j'ai déjà répondu à celle du glyphosate. Bien entendu, le vrai sujet, c'est l'obésité, dont je vais parler assez longuement. Mais simplement sur l'espérance de vie avec ou sans handicap, c'est essentiellement un effet de mesure. Parce que les handicaps sont entre guillemets déclaratifs. Donc ici, nous sommes tous handicapés, ne serait-ce que parce que nous avons tous des lunettes. Enfin, je pense la plupart d'entre nous, moins 99%. Donc c'est considéré comme un handicap, parce qu'on a besoin de quelque chose d'autre pour vivre. Donc il faut faire très attention à ces mesures. Autant l'espérance de vie sans handicap est quelque chose qui est très intéressante. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissent les conférences TED, TED, si vous faites mon nom et TEDx, j'ai donné une conférence en Californie il y a assez longtemps déjà, mais sur la manière dont on verrait les pays du monde si au lieu de regarder leur richesse, on regardait leur espérance de vie. Et c'est formidable. Donc, comme vous le savez, juste un mot sur ce sujet, en 1939, les Américains vivaient 15 ans de plus que les Japonais et 7 ans de plus que nous. Aujourd'hui, les Japonais vivent 5 ans de plus que les Américains, en moyenne, et 2 ans de plus que nous. Donc nous vivons 3 ans de plus que les Américains. Alors, voilà. Donc je ferme la réponse directe et immédiate à tes questions pour que je ne les perde pas. Et donc je commence en disant j'ai choisi sûrement le sujet le plus à risque qui puisse exister dans une conférence, qui est de parler de l'alimentation, parce que tout le monde se juge compétent. Donc on a tous nos idées sur ces sujets. Alors vous allez voir que ma conférence va être plutôt très rassurante. C'est-à-dire que une chose qui est très frappante et qui est impensable effectivement aux États-Unis, c'est qu'à quelques rares exceptions près, nous sommes en dessous de l'IMC 25, et l'obésité c'est 30, comme vous le savez. Et ça, c'est impensable aux États-Unis. Donc, moi, je donne souvent des conférences aux États-Unis, c'est impensable d'avoir des gens aussi bien, entre guillemets. Donc, ça veut dire que globalement, vous mangez tous bien. Mais je vais vous faire des économies en vous disant que ça ne sert à rien d'acheter bio. Vraiment rien. En revanche, il est bon de manger des produits de saison, il est bon de manger des produits locaux. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ça, donc moi je suis un peu une erreur de programme dans l'administration française, puisque je suis un agroforestier, donc j'ai fait l'Institut national agronomique de Paris et j'ai fait l'école des eaux et forêts. Il y a longtemps maintenant, mais néanmoins j'ai eu une vraie formation en écologie, je pense, des professeurs formidables. Et après, comme vous le savez peut-être, je me suis surtout occupé de santé, parce que je suis parti aux États-Unis, et par hasard aux États-Unis, j'ai suivi des cours avec un prof américain qui m'a dit « Pourquoi vous ne feriez pas une thèse ?» Je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Mais vous savez, j'appartiens à un corps de fonctionnaires. Alors c'est inexplicable en américain, même après 3 ans de séjour. Ils s'en foutent complètement, ce qui est vrai. Donc je me suis surtout occupé de santé. Mais il y a 20 ans exactement, j'ai une amie qui à l'époque s'occupait de la revue des Deux Mondes et me dit « Jean, écoute, je vais faire un numéro spécial sur les nouvelles formes d'intolérance, est-ce que tu veux écrire quelque chose sur la santé ?» Alors je lui ai dit « Écoute, la santé je vois pas, mais l'écologie, ils disent tellement de bêtises que... » Donc j'ai écrit, alors je continue d'écrire sur la santé, mais j'ai écrit 5 livres sur l'écologie politique, dont le dernier s'appelle « Il croit que la nature est bonne ».
Je rappelle que les hommes sont passés, depuis que nous existons, nous battre contre la nature. Et le premier s'appelait Les Prêcheurs de l'Apocalypse. Et depuis la semaine dernière, Le Point m'a demandé de faire une chronique quasi hebdomadaire, lundi dernier, que vous pourrez regarder sur lepoint.fr, et qui porte justement sur le bio. Ça sera sur le site la semaine prochaine. Et la prochaine sera, parce que j'ai déjà écrit, quand partez dans le train, non, c'est que la planète pourra nourrir sans problème 9 milliards d'êtres humains. Donc la question c'est, aujourd'hui vous voyez apparaître des végétariens, des flexitaristes, des véganes, et bien entendu, et ceci avec violence. Donc pourquoi ça se produit en ce moment et qu'est-ce que l'on peut penser de tout ça? Alors, je vais faire le prof 2 minutes en vous faisant un tout petit peu de physiologie de l'alimentation, simplement pour vous rappeler que les aliments, donc que ce soit le pain, les œufs, l'huile et ça, sont composés le plus souvent de nutriments. Alors, l'essentiel, comme vous le savez, c'est lipides, les graisses, glucides, les sucres, dans lesquels vous mettez l'amidon, pas uniquement le sucre, etc. Les protéines, et il y a un peu de sels minéraux, un peu de vitamines. D'accord? Alors, les aliments contribuent à notre alimentation. Et il y a une interaction entre l'alimentation, la génétique, le mode d'exercice physique et la grande découverte dont je vais vous dire le mot de ces 20 dernières années qui transforment tout. Les grandes découvertes sont à la fois en agronomie et en médecine la découverte de l'importance du microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale. Nous avons dans notre tube digestif, et pas seulement là, mais surtout là, autant de bactéries que nous avons de cellules. Et la grande découverte, alors ça a été fait par des agros, c'est assez intéressant, avant d'intéresser à la médecine, ça a été fait par des agros parce qu'ils s'intéressaient à la fermentation des vaches. Donc les vaches ont, comme vous le savez, plusieurs poches, et en fait les vaches, on découvre-t-on, ne mangent pas d'herbe. Elles mangent des bactéries. Donc, elles prennent de l'herbe qu'elles ruminent, et leur rumen est une énorme usine à fermentation. Et d'ailleurs, l'urée chez la vache, elle vient dans le rumen, elle ne vient pas dans l'urine, pour alimenter tout ça. Alors, ce qu'on est en train de découvrir, et moi j'ai été aussi sidéré que vous allez vraisemblablement l'être, c'est que ça joue un rôle sur non seulement les maladies digestives, mais aussi et notamment sur les maladies mentales. Et on est en train de découvrir que dans certaines circonstances, le tube digestif est perméable à certaines toxines qui passent dans le sang et qui montent dans le cerveau. Et d'ailleurs, beaucoup de maladies mentales sont vraisemblablement des maladies inflammatoires. Donc vraisemblablement, il vaut mieux prendre l'aspirine que de suivre une psychanalyse, mais ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est la grande découverte. Alors la découverte a été faite par quelqu'un qui s'appelle Doré, comme Gustave, mais j'ai oublié son prénom. Et donc si vous faites son nom, il vient de publier un livre très très intéressant avec un gastro de Saint-Antoine à Paris. Et en gros, jusqu'à il y a 5 ans, c'était essentiellement les industries de l'agroalimentaire qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, c'est toutes les pharma. Donc, et on est en train de découvrir que 3 souches de bactéries font aussi bien pour soigner la dépression que les médicaments les plus actifs. Alors, avant ça, néanmoins, et je reviens, donc, ce qui compte, c'est l'interaction entre l'alimentation et pas l'alimentation d'un jour. Ce qui compte, c'est l'alimentation d'une semaine ou un mois. Le maximum de poids que vous pouvez gagner en un repas de Noël ou d'anniversaire, etc., c'est 400 grammes. Alors si vous prenez 400 grammes par jour, ça va mal tout de suite. Vous pouvez prendre une fois 400 grammes, ça n'a aucune importance. Donc l'interaction génétique, alimentation, exercice. Donc il se trouve que j'ai une vie surtout sédentaire,
Mais quand je ne suis pas sédentaire l'été et que je fais du jardinage ou de la rame assez intensive, en gros, je mange 2 fois plus et je garde le même poids. Donc il y a une interaction forte. Alors, donc, l'alimentation avec les modes de vie et les addictions, notamment pour l'essentiel le tabac et l'alcool, a des impacts sur les facteurs de risque, qui ne sont pas des maladies. Donc l'hypertension est un facteur de risque. Et ces facteurs de risque produisent des maladies. Alors, la plupart des modèles que les gens ont, et notamment, pardon mesdames, les journaux féminins, c'est que ce qui compte, c'est les nutriments. C'est-à-dire, donc, il y a des antioxydants, il y a je sais pas quoi, etc. Tout ça, c'est des bêtises. Ce qui compte, c'est l'alimentation. Et l'interaction, encore une fois, avec le microbiote. Alors, nous sommes, est-ce génétique, est-ce microbiotal, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Il est clair qu'on est en train de découvrir que les coureurs de marathon ont un microbiote différent des non-coureurs de marathon. Donc, alors, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est l'effet? C'est probablement un effet, je pense. Donc, il sélectionne les types de bactéries et on commence à soigner un certain nombre de maladies de l'obésité par des transplantations de fesses. Voilà. Merde alors. Le fesses. Le beau mot, c'est de la merde. En fait, voilà. Mais on est encore dans un état d'apprenti sorcier parce qu'on ne sait pas quand ça marche. Enfin, on a trouvé chez les souris notamment des exemples. Donc il y a énormément de gens qui travaillent sur ce sujet pour revenir à des sources bactériennes. Alors, encore une fois, vous allez en trouver en pharmacie, vous allez en trouver dans les aliments bio. Simplement, pour l'instant, n'y attachez pas trop d'importance parce qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on fait, mais il est vraisemblable que dans les 3, 4, 5, 6 ans, ça va beaucoup progresser. Alors, à part la vitamine C, dont l'absence produit le scorbut. Alors, je vous rappelle que c'était un secret militaire et que c'est une des raisons pour laquelle les Anglais ont gagné à Trafalgar, c'est qu'ils considéraient que c'était un secret militaire, le jus de citron, et ils avaient besoin de beaucoup moins débarquer, et ils étaient beaucoup moins malades que les Français. Donc Trafalgar, c'est une affaire de formation continue, parce que mes ancêtres qui étaient des aristos-bretons et néanmoins marins, ils étaient en Angleterre, ils n'étaient pas en France. Et c'est quand même beaucoup plus difficile d'apprendre à faire naviguer une escadre à voile que d'apprendre à tirer au canon. Donc les marins n'étaient pas très bons. Et il y avait la vitamine C. L'autre exemple, c'est la carence en fer chez les femmes. Et notamment parce que beaucoup de femmes ne mangent plus de viande rouge. Alors, il ne faut pas manger tous les jours, mais c'est anglais de manger une fois par semaine. Donc vous voyez le saut que l'on veut faire, c'est nutriments, maladie. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour vous rassurer tout de suite, les habitudes françaises sont bonnes. On mange 3 repas par jour, à heure fixe, de manière variée. On ne mange pas entre les repas. Mais malheureusement, ça, c'est en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de changer? Moi, il se trouve que j'ai un bureau au centre de Paris. Aujourd'hui, 25% des Parisiens ne préparent plus jamais de repas. Ils achètent, ils les font livrer. Et une des sources d'obésité, c'est lié à la pauvreté, et notamment à la pauvreté des femmes seules qui travaillent, qui ont des enfants. Et c'est quand même beaucoup plus simple de commander une pizza que d'aller éplucher des courgettes, des carottes, même si c'est pas cher. Donc, quand on a fait des ménages toute la journée, qu'il faut s'occuper des gamins, bon voilà. Donc on commande, et donc on a effectivement des sources d'aliments qui sont producteurs d'obésité. Et aux États-Unis, il y a des tas d'autres raisons. Il y a le rôle de l'industrie agroalimentaire, il y a le fait que toute la publicité s'est faite sur la taille des parts. C'est bon parce que il y en a beaucoup, et non pas sur la nature de ce que l'on mange. Alors il y a quelqu'un qui a joué un rôle important là-dedans, c'est Madame Obama, qui s'est beaucoup battue pour faire en sorte que les enfants à l'école apprennent à manger à peu près correctement. Alors donc,
Donc vous voyez que la connaissance que l'on a en alimentation humaine est une connaissance qui est très imparfaite. Il y a des médecins dans la salle, j'en connais au moins. En gros, les médecins sont absolument nuls en nutrition. Sauf ceux qui s'occupent de nutrition. Mais ceux qui s'occupent de nutrition, ils s'occupent des cas pathologiques. Donc que ce soit l'obésité, que ce soit au contraire l'anorexie, plus d'ailleurs une maladie mentale vraisemblablement qui est des troubles alimentaires et d'autres cas pathologiques. En fait, ceux qui connaissent bien la nutrition, c'est les agros et les vétérinaires. Parce que moi, quand j'étais à l'agro, alors c'est compliqué, hein. Faut me dire, c'est compliqué, c'est pas simple. Mais les rations d'un cochon, les rations d'un poulet, on les connaît bien, il faut tant de glucides, tant de protéines, tant, etc. Mais le problème des modèles animaux, c'est qu'on les tue à la fin de l'adolescence. Donc tous les animaux que nous mangeons sont tués à la fin de l'adolescence. Et on était pendant longtemps d'ailleurs le seul pays à garder des bovins pendant 3 ans et non pas 1 an et demi comme les Américains parce que le goût est meilleur. Et notamment la viande charolais. Les Américains, ils tuent à 18 mois, alors que nous, la bonne viande bovine, elle est tuée à 30. Alors vous me direz, il y a une exception qui sont les vaches de réforme. Oui. Mais le modèle d'alimentation de vaches, pour des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, il est assez différent du nôtre et on ne peut pas vraiment s'en inspirer. Donc notre modèle, nous, c'est les cochons en fait. Donc, alors d'ailleurs, j'ai juste un mot sur les cochons et nous, et c'est tout à fait essentiel, c'est que les cochons, les rats et nous sommes des omnivores. Et comme nous sommes des omnivores, nous nous méfions de ce que nous mangeons. Et les rats, d'ailleurs, quand vous leur en mettez quelque chose de sympathique, mais qu'ils ne connaissent pas, ils envoient un vieux de mon âge pour regarder si ça marche. Et 24 heures après, les autres y vont, mais ils voient s'ils veulent s'assurer que tout ça, c'est pas du pipeau. Bref, les cochons, c'est pareil. Et donc, et nous, tout ça, c'était réglé par des rites et des rythmes alimentaires. Donc les rites, c'était la religion, on ne mangeait pas de viande, moi je suis catholique, donc d'éducation, donc pas de viande le vendredi, et j'aime vous dire qu'en Bretagne c'était respecté. Donc on avait du poisson et des crêpes, c'est pour ça que les crêpes, j'aime plus trop ça, parce que j'en ai mangé beaucoup trop quand j'étais enfant, mais enfin bref. Et les rythmes, encore une fois, et j'y reviens, c'est 3 repas par jour, ou 2. Et à nos âges, c'est plutôt 1 et demi. Quand vous lisez les mémoires de Casanova, il commence, vous savez qu'il était bibliothécaire chez un prince allemand, et il commence en disant « Je suis à l'âge où on ne fait plus qu'un repas par jour ». Alors c'est vrai qu'en ne rajeunissant pas, on mange moins. Mais il n'y a plus rien pour guider ces rites et ces rythmes. Et donc, une des raisons des dérives dont je vais reparler tout à l'heure, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Or, comme vous le savez peut-être, tout le fondement de l'écologie politique, et notamment lié à Hans Jonas, qui est un philosophe allemand, c'est une philosophie de la peur. Il faut faire peur. Il faut faire peur contre les pesticides, il faut faire peur, etc. Mais je vais en parler tout de suite après. Oui, alors en plus, il y a un rêve qui est fantastique. C'est que quand vous demandez aux gens quelles sont les meilleures fraises que vous ayez mangées, c'est les fraises de chez ma grand-mère. Bon. Simplement, quand vous faites des tests en aveugle avec les variétés contemporaines et les variétés anciennes, c'est toujours les variétés contemporaines qui gagnent. Alors c'est vrai que mes parents avaient un jardin, c'est vrai que... quand on était enfant, moi j'ai mangé plutôt avant qu'elles mûrissent, donc voilà, dès qu'elles étaient à peine rouges, c'est pas très bon, je vous assure. Mais, donc c'est vrai que de cueillir un fruit sur l'arbre, c'est vrai que, etc., ça n'a pas d'équivalent. Mais c'est vrai aussi que les nouvelles variétés de tomates, les nouvelles variétés de fraises sont plutôt meilleures. Simplement, les circuits de grande distribution importent des fraises, des tomates ou des pommes, et le pire c'est les pommes. Il y a 5000 variétés de pommes. Sur les marchés, on en trouve 3 ou 4, et de bons endroits, on en trouve une petite vingtaine, mais pas plus. Donc, mais ça, c'est une autre question.
Voilà. Alors, par ailleurs, les plantes produisent des toxines. Elles produisent des toxines pour se défendre. Donc la nicotine du tabac est une défense, contre un certain nombre de variétés. Et quand nous mangeons 1,5 g de toxines naturelles. Et dans un de mes livres qui n'est pas ces deux-là, j'ai fait un menu bio dans lequel tout ce que l'on mange est toxique. Alors, à commencer par la pomme de terre, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis du temps là, c'est qu'il y a sur la peau, il y a des neurotoxines. Alors, dans les variétés actuelles, il n'y en a pratiquement plus, mais il y a un siècle et demi, il y en avait beaucoup. Et donc, il y a un grand toxicologue américain qui a montré que dans une ration d'Américain moyen, donc on ingère 1,5 g de toxines par jour. Et dans une tasse de café, j'en prends 4 par jour, hein, donc je ne suis pas inquiet. Dans une tasse de café, il y a autant de toxines naturelles que de traces de produits chimiques pendant un an. Alors simplement, on ne les mesure pas, les toxines naturelles, mais elles sont néanmoins toxiques. Alors ça, c'est lié à l'évolution de la biochimie. Et aujourd'hui, la biochimie est tellement précise que vous pouvez mesurer 1 milliardième de gramme. Alors, pour que ça vous fasse une idée, c'est le rapport entre 1000 tonnes et 1 gramme. Hein, 1 milliardième. 1 gramme, c'est 1 milliardième de 1000 tonnes. Donc, quand on se met 1000 tonnes sur la figure, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, pour ça, vous avez tout à l'heure, en rentrant chez vous, un devoir. Vous allez sortir de votre placard 2 boîtes de petits pois extra fins. Vous allez en ouvrir une. Vous allez prendre un petit pois, puis un petit pois de la boîte ouverte, et vous allez vous les balancer sur le pied. C'est très pénible, hein, et sale. Puis, vous allez prendre la boîte fermée, et vous allez vous la balancer sur le pied. Je vous jure que ça fait plus mal. Alors, tout ceci pour vous dire qu'en biologie, 1000 fois 1, c'est pas 1 fois 1000. Donc 1000 fois 1 gramme, c'est pas 1 kilo. Enfin bon. Donc, et d'ailleurs, tout est toxique. L'eau de Javel, par exemple, même, non, vous buvez 200 grammes de Javel, vous mourrez, enfin même un peu moins. Il faut boire presque 1 kilo de glyphosate avant de commencer à se sentir mal. Vous savez qu'on interdit les médicaments s'ils sont toxiques à 50 fois, s'ils sont pardon, mortels, à 50 fois la dose d'usage normale. Alors il y a un produit que nous consommons tous qui est mortel à la dose de 50 fois l'usage normal, et même à 20 fois. Doliprane. Non, l'eau. Si vous allez boire 20 litres d'eau, vous allez voir, vous n'allez pas rigoler. Hein. C'est un supplice. Il faut faire très attention à l'usage et à la manipulation. Alors c'est pareil pour la pollution atmosphérique. Donc j'ai encore regardé ça hier sur le site de l'agence, l'ADEME. On raconte que la pollution atmosphérique tuerait 48 000 personnes en France. C'est pas possible. Alors d'abord, l'Union européenne dit qu'il y en a 30 000 pour l'ensemble de l'Union européenne, dont 48 000 en France, donc ça c'est rigolo. C'est pas possible parce que la première cause de mortalité en France, c'est le cancer du poumon, c'est 25 000, et c'est le tabac, c'est pas la pollution atmosphérique. Alors ça ne veut pas dire que la pollution atmosphérique ne peut pas être dangereuse, etc., mais c'est une autre question. Donc vous voyez, la plupart des effets font l'hypothèse, alors pour les matheux de la salle, de la linéarité des effets biologiques. Les effets biologiques ne sont pas linéaires. C'est vrai de la radioactivité, c'est vrai de la toxicologie, c'est vrai de la pollution, c'est vrai de... Voilà. Vous voyez, et pour vous rassurer, l'ensemble des aliments, il varie avec le mode de vie. Les traditions alimentaires françaises sont bonnes. Outre l'alcool, à certaines doses, le premier sujet est le poids, bien ensuite les antioxydants, mais on en trouve beaucoup dans le café. 70% des antioxydants sont dans le café, sinon on trouve dans les fruits et légumes. Et alors moi
je ne suis pas contre, mais je ne suis pas un fanat de ce que mon copain Serge Asbel, grand nutritionniste, a réussi à nous imposer à tous, qui est le code couleur pour les aliments, Nutri-Score. Et je lui ai dit, mais il m'a dit, il faut bien essayer. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas, on verra. Mais encore une fois, parce que ça laisse à penser qu'il y a des mauvais aliments. Et à mon avis, il n'y a pas de mauvais aliments, il y a de mauvaise alimentation. Donc, encore une fois, vous pouvez vous payer un hamburger, ce que faisaient les enfants autrefois, une fois par semaine, quand j'étais petit. Non, c'est pas grave, je mange tous les jours, c'est moins drôle. Alors, donc, tout ça, aujourd'hui, ça a des répercussions très très fortes sur des traces de produits phytosanitaires, et ça a des conséquences énormes sur l'agriculture française. Donc pour la première fois cette année dernière, 2018, la balance des paiements agricoles est devenue déficitaire parce que et nous importons énormément de produits alimentaires, dont par exemple les haricots verts du Kenya, parce qu'en France c'est devenu pratiquement impossible de produire des haricots verts. Et donc vous importez des haricots verts du Kenya et vous n'avez aucune idée sur les pesticides, les herbicides et autres choses qui ont été mises au Kenya. Alors dans les choses aussi assez tristes, mais ça c'est un peu un autre sujet, mais pas tout à fait, 80% des poulets vendus dans les écoles de Toulouse, alors je n'ai pas regardé pour Nîmes, viennent de Pologne. Parce que le poulet polonais, alors moi je suis plutôt pour le poulet de plein air et le poulet de course. Hein, donc comme vous savez, un poulet que vous l'abattez à 30 jours, que vous l'abattez à 80 jours, c'est pas le même prix, c'est pas le même goût, mais celui dans les écoles, c'est des poulets de 30 jours. Donc les normes que l'on met sur le bien-être animal conduit à sortir de France énormément de production, dont la production de poulet. Et pour les cochons, l'aménagement des porceries, pour les agriculteurs bretons, ça coûte en gros 150 000 € par porcerie. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors, donc, nous trouvons partout et assez facilement des traces des produits sanitaires, simplement sont-ils toxiques? J'y reviendrai. Alors, il y a une étude que vous pouvez regarder hein, qui est connue maintenant, même si personne n'en fait la publicité. Donc, comme vous savez, les agriculteurs ont une sécu particulière qui s'appelle la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Et donc, la Mutualité Sociale Agricole suit une cohorte de 180 000 personnes de la MSA, dans lesquelles il y a des agriculteurs, bien entendu, mais aussi des ouvriers agricoles. Et en fait, on s'aperçoit que les agriculteurs vivent en gros à revenus identiques, etc., plus longtemps, et ils ont beaucoup moins de cancers. Donc ils ont en moyenne une espérance de vie qui est de 2 ans supérieure à la moyenne, alors que la distribution des revenus chez les agriculteurs, c'est très intéressant, c'est une colonne. Donc vous avez des agriculteurs très pauvres, des agriculteurs très riches, et vous avez pratiquement tous les types de revenus chez les agriculteurs. Alors que pour la plupart des autres professions, c'est une toupie. Hein. Donc il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres pas du tout. Mais en gros, c'est assez concentré, c'est une forme de toupie. Donc l'espérance de vie est très supérieure, surtout à 35 ans chez les agriculteurs. Ils ont moins de cancers. La seule chose qu'ils ont un tout petit peu plus, pas les hommes mais les femmes, c'est les cancers de la peau, mais pour une raison assez simple, comme vous aurez échappé, les agriculteurs vivent dehors, ils ont moins de maladies respiratoires, etc. etc. Donc, il n'y a qu'une seule discussion sur un lymphome rare et sur les maladies de Hodgkin, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, et c'est vraisemblablement dû d'ailleurs à un pesticide bio qui a été retiré. Alors, il faut que vous sachiez que l'agriculture biologique, c'est simplement une réglementation différente. Donc, pour être bio, on n'a pas le droit d'utiliser certains produits, mais on a le droit d'en utiliser d'autres. Et notamment, on a le droit d'utiliser pour les vignerons, il y en a peut-être dans cette salle, parce qu'il y a pas mal de vignes dans cette... on a le droit d'utiliser le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, oui. Et dont on sait que
sels de cuivre très toxiques, comme vous le savez, le verre de gris, hein, et que ça reste dans les sols et qu'après il n'y a plus grand-chose qui pousse. Mais néanmoins, on ne pourrait pas attaquer le mildiou. Alors cette année va être une très bonne année pour l'agriculture biologique parce qu'il n'a pas plu, et notamment en Bordeaux. Mais je suis sûr que nous verrons dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, un septembre pluvieux, et avant la récolte, les bios se remettent à sulfater parce que sinon ils perdent la récolte. Et à mettre des produits antimildiou. Alors, moi je ne suis pas contre l'agriculture biologique, simplement l'agriculture biologique, alors ça les rendements sont plus faibles, je vais y revenir, et donc on ne pourra pas nourrir. En gros, si on s'intéresse à l'écologie, si on s'intéresse à la biodiversité, on est contre l'agriculture biologique parce que pour produire et nourrir autant d'hommes, il faut 40% de surface en plus. Donc ça veut donc dire que si on veut être... Et quant à l'empreinte carbone, il y avait un article dans le Monde daté d'hier sur l'empreinte carbone, pour ceux qui s'intéressent, des différents régimes, et qui montrait que le tout vegan n'était pas nécessairement une empreinte carbone moins faible, ne serait-ce que pour une raison simple, pardon, vous faire de l'agronomie de base, mais les surfaces cultivables sur la planète, c'est pas grand-chose. C'est seulement 10% des terres immergées. Seulement 10% des terres immergées. Et que les surfaces cultivables, on peut planter les prairies, la plupart des prairies ne peuvent être que des prairies. Hein? Vous n'allez pas labourer une prairie parce que ça, c'est pas terrible. Donc les vaches valorisent des surfaces qui ne pourraient pas être valorisées autrement que par un animal, sinon on va mettre de la forêt. Alors quant à la forêt, j'en dis un mot au cas où j'oublierais. Donc comme vous le savez, en France, la surface forestière a énormément augmenté, hein, puisqu'elle a été multipliée par 3 depuis Louis XVI. Elle continue d'augmenter, et comme quant à la surface de la forêt mondiale, elle a baissé de 2% seulement depuis un demi-siècle. Alors ça nous renvoie, on pourra en parler si vous voulez, aux incendies de forêt et au reste. Alors, ça c'est assez amusant, c'est la comparaison du bio, pardon c'est en anglais, j'ai pas eu le courage de le traduire, mais c'est entre donc en rouge c'est quand les produits, l'agriculture raisonnée conventionnelle est meilleure, en bleu quand le bio qui s'appelle organique en anglais est meilleur, et quand vous comptez le nombre de rouge et le nombre de bleu, vous voyez qu'en gros ça s'équilibre. Et que notamment sur la colonne de droite, land use, c'est-à-dire l'utilisation des surfaces et du sol, vous voyez que bien entendu l'agriculture conventionnelle est meilleure parce qu'elle est beaucoup plus productive. Mais même un certain nombre de production agricole, et notamment pour les poulets, en général, les poulets sont meilleurs sauf sur un des paramètres qui est ici indiqué. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui est très très grave et très profond, et vous avez entendu parler des suicides des agriculteurs, et donc vous voyez les conséquences que ça a, c'est donc la coupure entre le monde agricole et le monde urbain. Alors je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, il y en a peut-être, ou des gens qui l'ont été, mais des normes folles. Alors, par exemple, les normes sur les nitrates. Le nitrate n'est dangereux à aucune dose. Et quand vous mangez 25 grammes de salade, vous mangez autant de nitrate que dans 1 litre d'eau interdit par la réglementation européenne. Bon. Quand vous achetez des tranches de jambon là, le conservateur, c'est des nitrates. Le goût des saucissons, c'est pire que les nitrates, c'est des nitrites. La couleur du jambon aussi. La couleur du jambon. Voilà. Alors, une quasi-impossibilité, je vous en parlerai si vous voulez, en France, de produire, enfin pas une quasi-impossibilité, une impossibilité de produire des OGM. Or, l'avenir de l'agriculture, c'est les OGM. Parce que la seule utilisation ou l'absence de toxiques, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Alors il y a une chinoise qui vient de faire une découverte formidable.
Alors, pardon, encore une fois, de reprendre quelques bases. Donc, comme vous savez, les gènes des rats, des souris, des araignées, des ratons laveurs et de vous et de moi, c'est la même chose. C'est une suite de 4 bases. Et un gène, c'est une suite de bases qui codent pour une protéine, enfin qui permettent de fabriquer une protéine. Alors quand vous prenez le génome du blé, qui est 2 fois plus compliqué que le génome des êtres humains, donc on vient de séquencer, et que pendant un instant de réseau, vous mettez une base tous les millimètres, le génome du blé, c'est Paris-Melbourne, c'est 15 000 km. Si vous prenez simplement 25 bases, donc 2,5 cm sur ces 15 000 km, et que vous changez une de ces bases, le blé devient résistant au mildiou. Si vous croyez que les humains vont se passer de ça, vous rigolez. Hein. Alors, pour vous étonner encore, probablement beaucoup de gens dans cette salle cotisent à une activité dont le but est de fabriquer des OGM. Non, le téléthon. Le téléthon. Le téléthon, c'est pour faire en sorte que la recherche génétique permette de modifier le gène de certaines maladies génétiques de gens handicapés. Alors, vous ne savez peut-être pas que l'Agence française du sang a inventé des chèvres transgéniques qui fabriquent du plasma humain, mais pour éviter que ces chèvres aient des bouchées volontaires, comme il y a des faucheurs volontaires, ces chèvres vivent leur vie paisible à côté de Boston. Et donc nous importons des États-Unis du plasma humain fait par des chèvres françaises. Le premier OGM est un OGM franco-belge, il y a 30 ans. Et depuis, nous avons tout perdu. Nous avons perdu la recherche, nous avons perdu la production, parce qu'il y a une très grande coopérative qui s'appelle Imagrin, comme vous savez, qui produit aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon. Et nous importons des OGM. Alors avec aucun danger. Aucun danger. Parce que 95% du soja mondial est OGM. Alors, depuis très longtemps, alors vous et moi, nous sommes des OGM. C'est-à-dire que entre le spermatozoïde et l'ovule de notre père et l'ovule de notre mère, pour faire nous un œuf, et puis bon, qui a bien vécu apparemment pour beaucoup d'entre nous, il y a en moyenne 60 mutations. Donc la différence entre vous qui sommes, et moi, qui sommes génétiquement modifiés, et un OGM, c'est que dans un OGM, on connaît le gène qui a muté, alors que nous, ce n'est pas le cas. Alors en plus, dans la plupart des cas, les gènes sont dormants. Alors, si ce matin, vous avez mangé un œuf, vous n'avez pas mangé de pâte de poulet ou de crêpes de coq. Donc, à supposer que votre œuf soit fécondé, ce qui n'est pas le cas en général, mais à supposer que l'œuf soit fécondé, le poulet ou la poule est potentiellement dans l'œuf fécondé. Mais quand vous mangez un œuf, et donc des gènes de poulet, vous ne mangez pas les pâtes de poulet. Les pâtes, elles sont potentiellement dans l'œuf. Bon. Quand vous mangez du pain et du blé, vous mangez du pain, donc, oui, vous ne mangez pas d'épis de blé. Donc si vous modifiez un gène de blé en important d'une bactérie la possibilité qui s'appelle le bacille de turnage, de lutter à maturité contre certaines chenilles, ce gène, il est dormant. Alors, il y a longtemps que les humains ont remarqué que quand un tigre mangeait un lapin, il ne devenait pas lapin. Donc, quand on mange un gène dormant,
on mange. Une des choses que vous pouvez faire ce soir ou demain, en voyant vos copines ou vos copains qui ne sont pas venus ce soir, dites qu'est-ce que tu as mangé comme gêne à midi? Moi j'ai mangé des gènes, oui, plein. Alors en plus, il n'est pas facile d'être rigolo. Alors oui, ça c'est assez amusant. Vous savez, il y a un dessin de Sampé autrefois, Sampé vit toujours, mais un dessinateur génial, qui définit la bourgeoisie. Donc il y a d'abord une maison bourgeoise, puis une voiture à cheval, puis le bourgeois sort de chez lui en vélo. Puis ensuite il achète une voiture, puis etc. Et l'ouvrier qui passe est toujours en retard. Mais pour arriver aujourd'hui, le bourgeois est à nouveau en vélo. Donc tout le monde veut manger comme les pays les plus pauvres et on viennent à la mode le quinoa, le mil, etc. Alors d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai des enfants qui sont autour de la cinquantaine, mais il y avait une dizaine d'années une très jolie jeune femme, amie de ma fille, pendant qu'elle était à la maison, qui était très écolo. Mais alors, bien entendu, elle se couvrait d'anti-moustiques. Alors, je vais lui faire remarquer que c'était des pesticides, avec ça, elle va échapper. Mais dès qu'elle voyait une guêpe, elle s'en allait. Alors, j'ai dit, écoutez, voilà, laissez cet animal libre. Et la nature, vous voyez, c'est comme à la maison ici, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'ombre, et c'est à 150 mètres, si vous voulez. Bon, alors, donc la plupart de ces peurs sont basées sur l'ignorance. Alors, une de mes vraies préoccupations aujourd'hui, c'est la méconnaissance de la classe politique et des journalistes sur des sujets scientifiques, tous. Alors, le président Macron, pour lequel je suis plutôt un soutien, il a quand même dit une grosse bêtise récemment en parlant de l'incendie de la forêt amazonienne, en disant que c'était 20% de l'oxygène du monde. C'est 0%. Donc si toute la forêt amazonienne brûlait, ça ne changerait en rien la teneur en oxygène de la planète. Enfin, bon. Donc il ne sait pas ça. Vraiment, parce que c'est un homme très cultivé, très intelligent, il n'a aucune connaissance sur le b.a.-ba de la composition de l'air. Et comme vous le savez, c'est surtout de l'azote. Hein. Oui, c'est utile à savoir quand même. Hein. Donc l'oxygène c'est 20%, l'azote c'est 70%, et le gaz carbonique c'est 0,04%. C'est passé de 0,03 à 0,04. Donc souvent c'est l'ignorance. Donc une très grande méconnaissance et de l'agronomie, et de l'alimentation, et de la physique. Bon, la plupart des gens ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, que l'électricité ne se stocke pas. Mais si, je te jure. Parce qu'il dit qu'il y a des batteries, mais les batteries, c'est une transformation d'énergie électrique en énergie chimique, et à nouveau avec le principe de Carnot à chaque fois, donc ça coûte très cher. Le courant électrique, souvenez-vous-en, c'est un courant, ça coule. Et donc, quand on arrête le courant, malheureusement, on n'a pas beaucoup de... Voilà. Donc, ensuite, il y a une méconnaissance ou une confusion entre les facteurs de risque et le danger. Ça m'amène à vous parler du glyphosate. Alors, je le disais tout à l'heure, le glyphosate n'est pas du tout dangereux, et vous verrez, pour ceux que ça intéresse et qui parlent anglais, que l'Environment Protection Agency, l'EPA américaine, l'équivalent de l'ANDEM français, vient d'interdire au gouvernement californien d'indiquer que le Roundup ou le glyphosate est cancérigène. Alors, ça nous ramène sur le fond au débat que j'ai eu tout à l'heure avec vous, pour l'explication qui est, néanmoins, il y a le CIRC, Centre international de recherche pour le cancer, qui est une agence onusienne, qui est une filiale de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que chez les rongeurs, le glyphosate pourrait être cancérigène, comme la viande rouge. Alors, il y a des débats sur l'honnêteté de ça, mais peu importe, supposons que ce soit vrai. C'est pas vrai aux doses d'usage habituelles. Alors, comment le sait-on? C'est très difficile à savoir. Hein, parce que tout le problème de la science, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Alors, malheureusement,
il y a des tas de circonstances où on ne peut pas faire d'expérience. Hein, si on s'intéresse à l'effet des carottes râpées sur les chauves du Nord-Pas-de-Calais, vous n'allez pas faire manger des carottes râpées à des chauves du Nord-Pas-de-Calais pendant 30 ans, comparé à des non-chauves. Bon, bref. Donc c'est très difficile. Et notamment, c'est tout le débat sur la pollution atmosphérique. Toujours est-il que pour faire ça, on suit des cohortes. Et il y a donc une publication de l'année dernière, qui est remarquable, qui a suivi des agriculteurs américains utilisant du glyphosate, 45 000, qui ont comparé à 45 000 agriculteurs du même âge, du même sexe, etc. Et donc il n'y a aucune différence. Donc il n'y a aucune différence sur la probabilité d'avoir un cancer entre ceux qui ont utilisé le glyphosate. Et c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé et la FAO disent que ce n'est pas dangereux. Alors, j'ai toutes les citations que vous voulez pour justifier ça, donc tout ça c'est sérieux. Je ne me mettrai pas de la palette devant vous ce soir. Mais à supposer que ça soit, c'est un autre sujet, c'est le débat entre risque et danger. Alors vous avez sûrement chez vous des couteaux. Donc vous risquez que quelqu'un se saisisse du couteau et vous poignarde. Donc le fait d'avoir un couteau chez vous, vous courez un risque. La probabilité que ce soit un danger est assez faible en général, et moi je dors tranquille, alors qu'il y a des couteaux à la maison assez bien aiguisés. Ma femme pourrait se servir une nuit de grand sommeil. Voilà. Alors c'est pareil, et dans les autres dévoiements intellectuels de notre époque, on labellise. On dit c'est bien ou c'est mal. Alors, il y a un débat que je suis prêt parce que ma femme est gynécologue, et j'en parlais avec Jean tout à l'heure dans la voiture. Il y a un débat actuel sur le traitement médical de la ménopause. Donc, ma femme a beaucoup écrit sur ce sujet. Et il y avait dans le Monde la semaine dernière, en disant la messe est dite, voilà, c'est dangereux, etc. Alors, quand vous regardez de près, c'est une méta-analyse, et quand vous regardez d'encore plus près, c'est semble-t-il vrai, mais c'est pas vrai des gels. Mais même à supposer que ce soit vrai, et que le rapport donc serait augmenterait la probabilité d'avoir un cancer du sein de 1 sur 50. Donc ça fait augmenter la probabilité, ça j'y reviendrai après, de 1 sur 50, alors que la probabilité qu'une femme avoir un cancer du sein c'est 1 sur 10. Donc ça fait déjà 1 sur 500. Hein, donc d'ailleurs, juste une parenthèse, mais une chose que vous ne savez pas, c'est que le dépistage du cancer du sein chez les femmes de 50 à 70 ans, puisque avant c'est trop tôt, après c'est trop tard, elle ne permet de dépister un cancer sans signe clinique que pour une personne sur 1500. Alors ça fait beaucoup en France, c'est justifié, mais c'est déjà très rare. Bon, je reviens à ça, c'est que la plupart des décisions et des labellisations, c'est mal, c'est bien, il n'y a pas de coût-avantage. C'est-à-dire, parce que le traitement médical de la ménopause, même si ça avait un risque de 1 pour 50, ça a beaucoup d'autres avantages. Et notamment sur les maladies cardiaques, et notamment... Bon, voilà. Donc au lieu de dire aux gens, écoutez, il y a un risque, mais il y a aussi des bénéfices, et c'est à vous de juger, vous voyez bien qu'on labellise et qu'on interdit. Alors ça aussi, c'est lié à l'incompréhension des probabilités relatives. Alors vous n'êtes pas mes élèves, vous avez l'être pour une minute. Je disais à mes élèves la chose suivante, qui est vraie. La probabilité que les conjoints non fumeurs de fumeurs ont d'avoir un cancer du poumon augmente de 30%. Et je leur disais, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de vous, et vous n'êtes pas mes élèves, et la bonne réponse, c'est rien. Ça ne veut rien dire. Parce que vous ne connaissez pas la probabilité des conjoints non fumeurs de fumeurs d'avoir un cancer du poumon. Vous avez tous compris, je pense, ou beaucoup d'entre vous ont compris que ça augmentait de 30%. J'ai dit non, la probabilité augmente de 30%. Mais pour dire que la probabilité augmente de 30%, c'est 30% de quoi? Or, les vrais chiffres,
ça passe de 6 pour 100 000 à 8 pour 100 000. Donc c'est une probabilité très très faible. 30%. Mais si je vais, c'est 30%. Mais si je veux vous faire peur, donc 6 à 9, oui. Si je veux vous faire peur, je vous dis ça augmente de 30%. Alors d'ailleurs, si je continue à vouloir vous faire peur, je vous dis que la probabilité de mourir par cancer augmente. Pourquoi c'est pas grave? Donc pas seulement parce que, comme me disent mes copains anglais, la vie est une maladie sexuellement transmissible, 100% mortelle, mais quoique, c'est lié à ça. Le total des morts est toujours égal à 100%. D'accord? Donc, s'il y a des causes de décès qui baissent plus vite que d'autres, la probabilité des causes de décès qui baissent moins vite augmente. Donc le nombre de morts par maladie cardiaque baisse plus vite que les morts par cancer, donc la proportion augmente. Donc si je veux vous faire peur, je vous dis que ça augmente. Alors oui, on a des biais de confirmation, tous, hein, donc on aime croire ce que l'on désire. Il y a la mauvaise perception, il y a une fable de La Fontaine absolument géniale sur ce sujet. Il y a la mauvaise perception du hasard. Il y a des relations de cause à effet. Alors vous savez que pendant longtemps, et ça j'admire Madame Buzyn pour avoir pris cette décision courageuse d'obliger les vaccinations, elle a tout à fait raison. Et notamment, on a longtemps pensé qu'il y avait un lien entre certaines vaccinations et les scléroses en plaques. Mais si vous voulez, la probabilité, comme il y a énormément de vaccinations, la probabilité d'avoir simultanément la déclaration de sclérose en plaques et une vaccination, voilà. Risque et danger. Le zéro a changé, je vous l'ai expliqué, hein, c'est presque fini. Hein. Le zéro a changé parce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer le milliardième de gramme. Hein. Il y a des choses dont on ne peut pas démontrer qu'elles sont fausses. Alors je vous ai parlé, c'est tout le débat sur le réchauffement climatique, la différence entre un modèle et l'expérience. Alors, en biologie, en agriculture, on fait des expériences. Donc on a un champ, le même sol si possible, quoique, et vous dites dans un carré de mon champ, je vais mettre telle variété plutôt que telle autre, et je vais comparer le rendement de telle ou telle variété, toutes choses étant égales par ailleurs. L'irrigation, même enseignement, etc. Et à ce moment-là, je peux dire que A cause B. Mais quand vous avez de la santé publique et quand vous avez une seule planète, qui est la nôtre, vous ne pouvez pas faire d'expérience. Donc vous n'avez pas 50 planètes, l'une avec des centrales thermiques, l'une avec des centrales atomiques, une autre, etc. Vous n'en avez que. Donc ce que vous faites, c'est des modèles. Et les modèles, c'est vous partez du passé, pardon, vous faites des hypothèses et vous essayez de prévoir l'avenir. Et donc la qualité du modèle est liée au fait qu'il y a un lien entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Alors c'est le débat sur la pollution atmosphérique, c'est le débat sur un certain nombre de pesticides et c'est aussi le débat sur le réchauffement climatique. Voilà. En plus, les journalistes aiment les mauvaises nouvelles, comme vous le savez, et puis l'esprit humain est un esprit croyant. Alors j'aime beaucoup la phrase de Proust qui est « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. » Donc vous croyez au bio et vous pouvez toujours aller expliquer à des croyants que ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ce qui se passe et ce qui est nouveau, et je vais terminer là-dessus, ou presque, et c'est la raison de mon combat de grand âge, c'est que si nous sommes là, en moyenne plutôt âgés, et vivants, tout ça c'est très improbable. Puis, alors à qui le devons-nous? On le doit à des gens qui ont vécu il n'y a pas très longtemps, un demi-siècle, et ça a commencé par un moine polonais que nous connaissons tous, qui s'appelle Copernic. Et Copernic était moine, polonais, prudent, parce qu'il a demandé qu'on publie ses œuvres qu'après sa mort, et qui a passé sa vie à regarder la trajectoire de Mars.
et qui a dit, bon, alors on connaissait tous à l'époque, on connaissait la thèse héliocentrique, il a dit c'est quand même beaucoup plus probable que ça soit le Soleil qui est au centre de notre système plutôt que la Terre. Alors je vous rappelle que à l'époque on connaissait 5 planètes, et c'est les jours de la semaine. Donc lundi c'est la Lune, mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne, le dimanche c'est Sunday, c'est le Soleil. Donc on connaissait que 5 planètes. Les planètes c'est bizarre parce que ça se balade dans le ciel, ça fait marche avant, marche arrière, le reste tourne autour de l'étoile polaire. Mais les planètes, non, ils trouvaient que c'était bizarre. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Copernic? Il a fait 2 choses essentielles. Il a cru en ses observations, et il a dit que tout n'était pas religieux. Donc il y avait, et il y a, pour moi le plus beau texte qui ait jamais été écrit sur l'éducation, c'est un texte de Pascal que je vous recommande de télécharger si vous n'avez pas les œuvres complètes de Pascal chez vous, c'est pas grand-chose, hein, qui s'appelle 3 discours à la mémoire des grands. Donc, Pascal était le précepteur d'un duc, et c'est d'un gauchisme effrayant, hein, ce qu'il lui dit à ce duc. Il lui dit, monsieur, parce que vous êtes duc, je vous salue, mais ne me demandez pas que je vous estime. Je vous estimerai si, et sinon j'aurai pour vous le mépris que mérite la bassesse de votre esprit. Donc il fait la différence entre l'ordre social et les autres formes d'ordre. Or aujourd'hui, on revient à la confusion des ordres. C'est vrai parce que c'est bien. Ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai, vrai. Ce qui est bien, bien. Mais, et vous voyez que la presse, aujourd'hui, cherche uniquement à nous émouvoir. Elle ne cherche pas à vous informer, elle ne cherche pas à vous apprendre. Et donc, je voyais en venant ce matin un papier de série dans le Figaro sur le fait que M. Blanquer est un homme remarquable néanmoins, mais il l'a nommé, ça c'est l'ordre, enfin, l'esprit du temps, donc dans les classes des chargés de l'écologie, des enfants. Alors moi j'aime bien, mais quelle formation ont-ils en écologie? Donc vous voyez bien, d'ailleurs c'est fascinant, hein, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Vous voyez bien que cette idéologie diffuse dans tous les partis politiques, et c'est ça qui est fascinant. De droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, et avec des vrais problèmes écologiques, la surpêche en Méditerranée, les zones fragiles, et surtout les vrais problèmes écologiques qui sont dans les pays pauvres. Donc les femmes, quand elles vont chercher du bois, elles détruisent les sols, et par ailleurs elles polluent l'air dans lequel respirent leurs enfants. Les plastiques en Afrique, c'est effrayant, et surtout les grandes conurbations urbaines de la planète qui n'ont pas d'égout, qui n'ont pas de ramassage d'ordures, qui balancent dans la mer le plastique, etc. Donc on a des vrais sujets écologiques. Mais ça ne veut pas dire que ce que l'on appelle l'écologie politique dise le vrai. Alors, l'amplification d'Internet, bien sûr, et voilà, et bien entendu aussi et surtout le financement par Auchan et Leclerc, parce que les marges sur les produits bio sont. Voilà. Alors pourquoi maintenant, hein, la sélection de la classe politique, on ne parle plus de progrès mais d'innovation. Alors oui, une des nouvelles choses, c'est que les hauts fonctionnaires en France ont une responsabilité civile et pénale. Et que donc en Angleterre, quand il y a eu l'affaire de la vache folle, il y a eu personne n'a été poursuivi, ils ont exfiltré quelques fonctionnaires en Angleterre, only the Queen, les responsables. Donc la croyance en la pureté, les conflits d'intérêts, je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Mais, et je conclus, ceci n'a aucune importance dans l'histoire de l'humanité, beaucoup dans celle de la France. J'ai un de mes amis qui a dirigé, je termine par cette histoire, l'Opéra de Paris, et qui raconte l'histoire qui pratiquerait. Donc Toscanini avait un mauvais caractère. Chef d'orchestre, et un soir d'opéra, il est invité à une comtesse italienne qui reçoit comme ça de le faire les comtesses italiennes, c'est-à-dire très bien, donc son belle chambre du maestro arrive, enfin bref, et en l'accompagnant à sa table, elle dit: ah, mais maestro, c'est formidable, le concert d'Anne Fidelio ce soir-là, c'est formidable.
Mais vous savez, dit-elle, je n'aime pas Beethoven. Et Toscanini la regarde et dit, Madame, ça n'a aucune importance. Alors, moi je pense souvent à cette histoire en pensant à l'opposition française, ça n'a aucune importance. Simplement, ça a des conséquences sur la France, parce que, alors que nous avons été à l'origine des industries du XXe siècle, nous ne sommes pas à l'origine de l'industrie du XXIe siècle, et notamment celle du génétique, celle, etc., et de tout ça, à cause de ces croyances. Voilà. Et alors, voilà, Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et Orwell, plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle est ce qu'il a dit. J'espère que vous m'avez aimé. Et c'est comme ça. Mais nous avions invité un physicien ici, et il avait dit que le réchauffement de la Terre, on ne pourra jamais le prouver parce qu'il faudrait 2 terres. Une avec de l'industrie et l'autre qui est restée dans l'état d'il y a 4 milliards d'années. Est-ce que tu vas jusque-là? Oui, sur le réchauffement? Non, je ne dis pas du tout le réchauffement. Visiblement, il fait plus chaud. Donc, ça, empiriquement, c'est totalement fondé. Par ailleurs, il est absolument clair, et moi je ne suis pas climatologue, et comme c'est très compliqué, et à mon avis, personne ne l'est vraiment. Parce que c'est très compliqué entre la météo, enfin bon, la physique et le reste. Il est assez clair aussi, me semble-t-il, que les hommes jouent un rôle. Est-ce qu'on fera quelque chose? Je pense que non, pour une raison simple, c'est que la baisse, les grands pays de l'OCDE ont stabilisé leur rejet de CO2 depuis longtemps déjà. Mais la baisse de l'année dernière est compensée par 150 fois l'augmentation de la seule Inde. Oui. Ok. Bon, allez, des questions dans la salle. D'abord, je vous remercie de votre exposé, parce que comme le disait Laurent Fabius, les peurs alimentaires, c'est une fausse réponse à de vraies questions. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va vivre plus longtemps? Il y a 2 questions. Est-ce qu'on va mourir moins mal ou est-ce qu'on va vivre mieux? Quand on fait de la médecine, est-ce qu'on l'a fait pour empêcher de mourir ou pour faire mieux vivre? Et donc, le vrai problème, quand on voit la richesse qu'on a grâce à notre tube digestif, c'est adapter nos besoins à nos moyens. Et ça, c'est notre tube digestif qui va le faire. Mais mens sana incorpore sano. Donc, peut-on imaginer vivre longtemps si on n'a pas un esprit qui est en harmonie et en adéquation avec la vie qu'on va exprimer? Donc, ça veut dire que les comportements alimentaires, les envies, les besoins qu'on a, parce que je crois que l'organisme a la mémoire de ses besoins. C'est-à-dire, on ne mange pas du poisson par hasard, on ne mange pas des légumes par hasard, on sait, notre esprit a en tête qu'il y a dans ce qu'on a envie de manger ce dont on a besoin. On va manger, on va finir un plat parce que c'est gratuit, donc on ne va pas le laisser, ou au contraire, on a payé quelque chose de très cher, donc il faut l'achever. Donc, et je pense que c'est pareil, on a des comportements alimentaires, et puis il y a des comportements sociaux qui font que, en fait, on détraque l'harmonie qui est en nous. Et d'ailleurs, juste sur ce sujet-là, il y a des évidences empiriques, c'est que c'est bien de manger en famille avec des copains, et quand on mange seul, alors il y a des gens qui font des enquêtes sur ce qu'on appelle la vie quotidienne. Donc, qu'est-ce que vous avez fait hier? Je me suis levé à 7h30, je me suis brossé les dents, enfin, etc. Alors, en France, 50% des gens sont à table. Ils se souviennent qu'ils sont à table à 12h35. En Angleterre, il y a seulement 10% des gens qui disent avoir déjeuné avec quelqu'un à 1h05 de la journée. Ils ne se souviennent pas. Donc ça ne fait pas partie de leur culture, leur repas. Pour aller plus loin et en arriver à la question, c'est qu'on n'est pas... Notre vrai problème, c'est d'être en harmonie entre ceux qui nous environnent et nous. Et on a à combattre trois ennemis qu'on a en permanence, qui sont l'ignorance, le fanatisme, parce qu'on pense que ce qu'on pense est la seule chose et les autres ont à penser comme nous, et puis l'ambition, parce que ça, ce sont des sources de pouvoir. Or, en fait, les peurs alimentaires d'aujourd'hui ne sont-elles pas tout simplement l'expression d'un pouvoir illusoire que peuvent avoir les uns sur les autres? Est-ce que l'alimentation distribuée dans nos prisons
va produire une certaine probité chez un homme politique récemment incarcéré. Bonsoir monsieur, bonsoir Jean. Ma question ne sera pas très longue. Croyez-vous que le ministère de la Santé, celui-ci ou à venir, ministère de la Santé et autres, soit en capacité d'instruire la population sur notre santé alimentaire à suivre, d'autant les lobbies industriels et variés, compte tenu que la presse subit aussi ce genre de lobby. Et ensuite, pour en venir au début de votre propos, sur l'obésité, je suis depuis peu de temps à Nîmes, dans une petite ville, j'étais dans une grande ville auparavant. Je vois que par exemple sur le boulevard Gambetta, une prolifération de petites boutiques qui offrent des repas bien gras et autres, divers et variés. Et on voit une population qui s'élargit de plus en plus. Voilà, merci. Je me demande quand même, il y a une prolifération des cancers. À quoi vous imputez cette prolifération? La réponse est très simple. La réponse est seulement à l'âge et au dépistage. Non, mais je vous jure, les faits ne pénètrent pas dans le monde obvious de croyance, mais non, c'est un effet d'observation. Donc, effectivement, il y a. Non, mais c'est un sujet qui est très connu, hein. C'est un sujet mondial qui est très connu, et donc, encore une fois, c'est essentiellement un effet d'âge et un effet de dépistage. En gros, sur les cancers, le taux de cancer de cancer est lié varie selon les tissus, et c'est lié à la vitesse de multiplication de ces tissus. Bon. Et ces cancers sont aléatoires. Donc il y a des gens qui ont de la chance, des gens qui n'ont pas de chance. Il y a quelques cancers qui sont liés à des gènes, et notamment le cancer du sein, où il y a des porteurs, notamment pour certaines familles d'origine juive d'Europe centrale. Ça, c'est les 2 tiers. Pour le reste, c'est lié à des consommations, pour l'essentiel, le tabac et l'alcool. Voilà. Mais l'effet que vous percevez, et qui m'est redit à chacune des conférences, parce que vous n'êtes pas la seule à le penser, sont essentiellement, encore une fois, l'âge. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus, comme vous savez, le dérèglement du cancer est dû au fait que la cellule n'est plus attaquée, enfin elle se reproduit à l'identique, on attaque son hôte, non seulement elle attaque son hôte, mais elle draine vers elle toute une série de vaisseaux pour se nourrir, et le dépistage. Et d'ailleurs, il y a à ce sujet-là un débat sur les dépistages, notamment pour les hommes sur le cancer de la prostate, et pour les femmes sur les cancers du sein, parce que quand il y a une étude anglaise qui montre que les femmes qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont le malheur de mourir d'un accident, on a regardé le pourcentage de ces femmes qui avaient un cancer du sein ou des débuts de cellules cancéreuses, et c'est un taux très très élevé, c'est 40%, simplement une grande partie d'entre elles ne feront pas de cancer. Et donc il y a un débat pour savoir, et pour les hommes pour le cancer de la prostate, à partir de quand on traite, sachant qu'on a tous, à 80 ans, je m'en approche, 80% de chance, nous les hommes, d'avoir des cellules malignes de cancer de la prostate. Mais c'est lié à l'âge. J'avais une dernière question, moi, qui concernait la vie qui est autour de l'homme. Non seulement l'homme, mais les animaux, les insectes, les oiseaux, tout cela, on nous dit que ça disparaît à cause du DDT, à cause du glyphosate, à cause du sulfate de fer, à cause du fait qu'on tue la terre. Qu'en pensez-vous? Alors, la biodiversité est un vrai sujet, dont on ne peut pas parler de manière générale. Alors, nous sommes probablement, notre génération, les derniers à avoir vu comme ça les grandes migrations d'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça des visu, mais c'est très spectaculaire. On allait au Kenya, etc. Donc, au moment où les animaux mangeurs d'herbe dans des gnous remontent et sont suivis par tous les carnassiers. Il y a
pratiquement, il y a moins de tigres vivants dans la nature que de tigres en captivité, mais notamment parce que les Chinois les ont tous tués, alors on en réintroduit en Inde après exemple. Mais néanmoins, il y a beaucoup moins d'espèces qui disparaissent aujourd'hui, enfin depuis 50 ans, que dans les 500 ans qui ont précédé. Et notamment mes ancêtres navigateurs bretons et ses copains d'époque, ils ont d'abord importé énormément de choses. Pratiquement tout ce que l'on vient aujourd'hui, ça vient d'ailleurs. Hein. Des tomates, du café, bon, bref, pratiquement tout. Hein. À part les topinambours, bon, les patates, ça vient d'ailleurs. Bon. Et on avait à l'époque des jardins d'acclimatation. Donc le but, c'était de faire venir. Alors, donc, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, pour ce qui est de la France, et des grands animaux, on n'a jamais eu autant de sangliers, parce qu'il y en a 2 millions aujourd'hui, il y en avait 500 000 il y a 20 ans. On a des bouquetins dans les Alpes, on a des loups, et on en a aux États-Unis. Ce qui est assez amusant juste sur les loups aux États-Unis, parce qu'il y avait des loups mâles qui étaient sûrement un peu affamés, donc ils ont fait des enfants à des femmes coyotes. Et on appelle ça des coy wolves, mais alors ils sont tellement urbains que quand ils traversent la rue, ils regardent à gauche et ils regardent à droite, c'est une sorte de passion. Pour les abeilles, c'est un sujet que je connais, mais on pourra en parler longuement, et les insectes. Alors pour les insectes, et en dehors des abeilles, il est clair qu'il y a eu des effets d'insecticides et qu'on remarque empiriquement tous, simplement en conduisant sa voiture, ce qui n'est pas... Alors pour les abeilles, c'est compliqué parce que l'essentiel du problème des abeilles, c'est qu'il y a beaucoup plus de ruches aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. On produit 2 fois plus de miel dans le monde qu'il y a 50 ans. En France aussi. Non, certaines années, ça a baissé et réaugmenté. Oui. Et que les abeilles ont faim. C'est-à-dire que quand vous avez du colza, donc elles ont beaucoup trop à manger, les pauvres chéries, pendant les 15 jours ou 3 semaines des fleurs de colza, et puis après elles n'ont plus rien. Donc ça c'est dû aux écosystèmes au sens large du terme, et la possibilité de maintenir et des talus, et des friches, et des jardins. Mais on les transporte. Alors, par ailleurs, j'allais venir aux États-Unis, les abeilles, elles voyagent en avion, donc elles sont en ce moment, bientôt après les ouragans, en Floride, ensuite elles vont en Californie, ensuite au début du printemps elles vont dans le Midwest et qu'elles font le tour. Et ce faisant, les pauvres, elles ont ramassé tous les bestioles, et notamment un parasite qui fait le varroa. Bon, par ailleurs, il y a des autres hyménoptères qui les attaquent. Il y a, je crois que c'est une espèce de frelon japonais, je ne sais pas quoi, bref, je ne suis pas un spécialiste de ça. Et que donc il y a des sujets de biodiversité, mais en France, cette biodiversité a plutôt augmenté. Donc comme vous l'avez imaginé, je suis breton. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas un phoque en Bretagne Nord. Aujourd'hui, il y a des troupeaux de phoques en pagaille. Donc simplement parce que les pêcheurs les tuaient. Alors, de là à dire qu'il n'y a pas des zones fragiles, la réponse est non. De là à dire qu'il n'y a pas quelques espèces qui sont fragilisées, la réponse est non, il y en a. Mais essentiellement, c'est beaucoup plus dans les pays du Sud, comme toujours, que chez nous. Et notamment, les bouquetins des Alpes, on devrait les abattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs de la brucellose. La brucellose, la maladie de Malte. Tout ça est compliqué. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, madame. Voilà. Donc, chers amis, merci d'être venus si nombreux. Il y avait une question. Oui, madame. Ah, vas-y. Debout, s'il vous plaît, madame. Alors, non, la femme de La Fontaine, alors, il y en a une que vous allez en voir en supplément, mais je crois que c'est le loup. Le chien qui se termine par les hommes désirs, etc. Il y en a une qui est absolument géniale, qu'on n'a pas apprise et que je vous conseille de télécharger tout à l'heure. C'est l'astronome qui laisse sa choix au fond d'un puits. Donc, La Fontaine a écrit une critique du principe de précaution absolument géniale. Donc, ça commence par un astronome se laisse sa choix au fond d'un puits. On lui dit pauvre bête.
tandis qu'à tes yeux tu ne peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête. Et donc, La Fontaine était un rationaliste très énervé par les cartomanciens et autres astronomes qui jouaient un rôle très très important à la cour de Louis XIV. Et il dit dans cette fable deux phrases, une critique du principe de précaution. Hors du hasard, il n'est point de science. Si il en était, on l'appellerait ni fortune ni sort, toute chose serait incertaine. C'est génial, non? Et vous avez les livres à la sortie, et notamment, il croit que la nature est bonne, qui est à peu près le contenu de sa conférence. Poser la question sur le ministre.